Ceci est le calmar le plus long du monde. Il s'agit du calmar géant, capable d'atteindre jusqu'à 14 mètres de long, soit plus qu'un autocar scolaire. Tout le monde a déjà entendu parler des calmars géants à travers les légendes de Kraken ou d'autres monstres des profondeurs. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le calmar géant n'est pas le plus grand calmar au monde. Préparez-vous à découvrir comment deux monstres marins ont évolué de manière si similaire, tout en étant si différents, et ce que cela nous révèle sur les forces cachées de la nature. Bienvenue sur Dossier Noir, où nous plongeons dans les mystères les plus insondables des profondeurs marines. Car l'évolution a décidé de créer un calmar qui, bien que n'étant pas plus long, est bien plus lourd que le calmar géant, chaque spécimen massif pesant plus du double de sa masse corporelle. Cette créature n'est autre que le calmar colossal. Alors que l'on pourrait penser qu'il s'agit d'une espèce étroitement liée au calmar géant, ils ne sont en réalité pas du tout apparentés. Non seulement ils ne sont pas de la même espèce, mais ils ne sont pas du même genre et ne font même pas partie de la même famille. Leur premier niveau de classification partagée est leur ordre, les deux calmars appartenant aux Zoegopsida, des calmars des profondeurs qui vivent en pleine mer. Pourtant, ces deux calmars sont les seuls au monde à avoir atteint une taille si massive qu'ils peuvent véritablement être considérés comme géants ou, eh bien, colossaux. Tous les autres grands calmars sont soit longs mais ne pèsent presque rien, soit sont des spécimens épais, courts et n'atteignant qu'un maximum de 68 kg. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que ces calmars vivent dans des parties du monde complètement différentes et n'ont jamais interagi une seule fois. Ils ne savent même pas que l'autre existe. Comment est-il possible que deux espèces de calmars absolument massives aient évolué complètement séparément dans des océans totalement différents sans jamais se croiser? Et que faudrait-il pour qu'un troisième calmar véritablement gigantesque soit créé? Même si ce sont les deux seuls calmars véritablement massifs au monde et que la personne moyenne les confondrait probablement avec la même espèce, si l'on y regarde de plus près, ces calmars sont totalement et indubitablement différents pour quiconque s'y connaît un tant soit peu en calmar. Et pour une raison quelconque, cette personne, c'est moi. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux calmars partagent un ancêtre commun, probablement un calmar oégopsidé primitif qui vivait il y a environ 60 à 100 millions d'années vers la fin du Crétacé. Mais en réalité, nous ne pouvons pas le confirmer, car nous ne savons pas grand-chose sur les calmars anciens. Les calmars ne sont pas les meilleurs pour laisser des preuves fossiles, principalement en raison de leur consistance molle. Les calmars n'ont pas d'os, donc tous ces tissus mous disparaissent généralement après seulement quelques semaines, sans parler de 100 millions d'années. Il y a une partie du calmar qui peut subsister, son bec. C'est essentiellement la seule partie dure du calmar. S'ils sont enfouis assez rapidement, ils peuvent durer des millions d'années, ce qui peut donner des indices sur les calmars anciens. À un certain moment après l'ère des dinosaures, l'ancienne lignée des Zoegopsida s'est divisée en familles distinctes. Une branche a conduit aux Architeuthidés, le groupe qui allait finalement créer le calmar géant, tandis qu'une autre a évolué vers les Cranchiidés, les calmars de verre, qui incluent le calmar colossal. Ce qui est intéressant, c'est que si les deux espèces sont devenues énormes, elles n'ont pas hérité de leur taille d'un ancêtre géant commun. Au lieu de cela, chacune a développé le gigantisme de manière indépendante. Un exemple typique de ce que les scientifiques appellent l'évolution convergente. Cela signifie essentiellement que deux espèces non apparentées commencent à développer des structures similaires parce qu'elles s'adaptent au même environnement ou aux mêmes défis. Elles ne se copient pas, mais la nature évolue simplement pour créer littéralement le même animal deux fois. L'évolution suit en fait la règle. Si ça marche, ne change rien. Mais vous vous demandez probablement, s'il s'agit d'un cas d'évolution convergente, pourquoi ont-ils encore tant de différences? Eh bien, les calmars colossaux ne sont pas devenus si grands pour les mêmes raisons que les calmars géants. Les colossaux vivent exclusivement dans les parties les plus profondes des océans antarctiques,
tandis que les calmars géants se trouvent généralement dans des océans plus tempérés et sont beaucoup plus largement répandus. Les calmars géants ont atteint une grande taille grâce au gigantisme des profondeurs, le phénomène où les animaux vivant dans les profondeurs de l'océan, soumis à de fortes pressions et à une faible luminosité, ont tendance à devenir plus grands. Les calmars colossaux vivent également en profondeur, en fait, même plus profondément que les calmars géants. Mais la majeure partie de leur taille est due à un effet différent appelé gigantisme polaire, le phénomène où les animaux en eau froide évoluent pour devenir plus grands. Alors, cela compte-t-il comme une évolution convergente si leur gigantisme a des raisons différentes? Oui, mais avec une nuance. C'est toujours un cas d'évolution convergente, puisqu'ils partagent tous deux un ancêtre commun et ont développé le gigantisme. Mais c'est aussi en partie parce que les calmars colossaux ont également été influencés par le gigantisme des profondeurs. Même si le gigantisme polaire a joué le rôle le plus important chez les colossaux, ils vivent toujours en haute mer. Les pressions des profondeurs ont donc également façonné leur taille. Et c'est exactement pourquoi il s'agit d'une évolution convergente, car ils ont tous deux convergé pour devenir des géants. Et ce n'est pas seulement parce que cela en fait des monstres kraken super impressionnants. Le gigantisme résout en fait une tonne de problèmes pour eux. Un corps plus grand conserve l'énergie plus efficacement, stocke l'oxygène pour des plongées plus longues, régule mieux la température dans le froid et, le plus évident, effraie les prédateurs et les transforme en prédateurs eux-mêmes. Mais comme leurs environnements ne sont pas exactement les mêmes, ils n'ont pas fini par être complètement identiques. Regardez leur corps. Ils sont tous deux évidemment longs, mais les tentacules des calmars géants s'étendent beaucoup plus loin. Cependant, un spécimen moyen ne pèse qu'environ 227 kg, ce qui est certes un mastodonte pour un calmar, mais comparé aux colossaux, c'est moins de la moitié du poids. Certains des plus grands colossaux atteignent jusqu'à 590 kg, ce qui en fait de loin les invertébrés les plus lourds sur Terre, sans exception. Le calmar géant est long, élégant et conçu pour être rapide. Les calmars colossaux, en revanche, sont beaucoup plus trapus, et même s'ils sont toujours longs, leur forme ressemble beaucoup plus à celle d'un char d'assaut. Bien que nous ne connaissions pas les valeurs exactes en raison de la difficulté à trouver ces créatures, on estime que les calmars géants peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h grâce à la propulsion par jet. C'est le même type de propulsion par jet que les petits calmars utilisent, sauf que celui-ci aspire beaucoup plus d'eau et la projette beaucoup plus fort. La propulsion par jet est en fait universelle à tous les calmars, quelle que soit leur taille, ce qui signifie que les calmars colossaux ont également cette capacité. Mais comme ils sont si massifs, ou devrais-je dire colossaux, ils ne sont probablement pas aussi rapides et n'atteignent qu'environ 19 km/h. Alors, pourquoi ont-ils évolué pour avoir ces différences? Pourquoi le calmar géant a-t-il évolué en un géant gracieux, mais le colossal n'est qu'un gros char? Eh bien, encore une fois, c'est une évolution convergente, mais ils n'ont pas entièrement convergé. Leurs environnements sont toujours différents, et ils se sont adaptés pour devenir des monstres spécialisés, mais seulement dans leur propre habitat. Le calmar géant a évolué dans les océans ouverts et tempérés, des zones où les proies peuvent se déplacer rapidement. Pour survivre là-bas, la rapidité était plus importante que la robustesse. Le corps long et aérodynamique du calmar géant et sa structure légère le rendent extraordinaire pour la chasse. Il se cache dans l'obscurité, repère les mouvements avec ses énormes yeux et fonce pour attraper sa proie avant qu'elle ne s'échappe. La vitesse et la portée sont toute sa stratégie. Même en regardant leurs tentacules, on voit comment l'évolution les a rendus différents. Ils ont des ventouses avec de minuscules dents en forme de scie, évidemment spécialisées pour saisir les proies glissantes, et cela se reflète dans leur régime alimentaire puisqu'ils mangent des poissons rapides comme les grenadiers ou même d'autres calmars géants plus petits. Mais dans un environnement totalement opposé, le calmar colossal, comme la plupart des êtres vivants de l'océan Antarctique, ne se déplace pas à toute vitesse dans des eaux super froides.
La conservation de l'énergie est primordiale en Antarctique. Ainsi, au lieu de gaspiller de l'énergie à chasser, le colossal a évolué pour endurer. Son corps épais et musclé aide à mieux retenir la chaleur et à stocker plus d'énergie. Et quand quelque chose s'approche, il peut beaucoup plus facilement garantir qu'il va l'attraper. Il ne chasse pas vraiment comme les calmars géants. Ils restent en quelque sorte assis et attendent, puis frappent quand quelque chose est proche. Les crochets rotatifs sur leurs tentacules sont conçus pour s'accrocher à quelque chose une fois, comme une légion nostrale géante, et s'assurer qu'elle ne s'échappe pas. Au lieu de devoir attraper des proies glissantes, ils doivent attraper d'autres proies robustes, semblables à des chars, et les dominer avec des crochets perforants. Ce qui est également intéressant, c'est que le calmar géant et le calmar colossal ont tous deux développé des becs pour la même raison fondamentale. La survie en haute mer exige un moyen compact, puissant et efficace de tuer et de manger. Là-bas, les proies ont souvent des écailles ou une armure épaisse, et il n'y a pas de surface solide pour les immobiliser puisqu'elles vivent en pleine mer. Un calmar ne peut pas mâcher ou déchirer comme un requin. Il a besoin d'un moyen de déchirer la chair tout en maintenant sa proie suspendue en pleine eau. Le bec résout parfaitement ce problème. Il est fait de chitine, le même matériau que les carapaces d'insectes, mais stratifié et durci pour être plus résistant que l'os. Les moitiés supérieures et inférieures tranchantes fonctionnent comme le bec d'un perroquet, coupant les muscles et les os avec presque aucun effort. Une fois que le bec a découpé la proie, la radula du calmar, une langue recouverte de dents pointant vers l'arrière, la broie avant de l'avaler. Mais que se passerait-il si les calmars géants commençaient à se rendre en Antarctique? Deviendraient-ils plus lourds? Développeraient-ils des crochets et se transformeraient-ils en colossaux? Eh bien, évidemment, l'évolution ne se produirait pas si rapidement. Mais même si, d'une manière ou d'une autre, un calmar géant se rendait dans un océan antarctique, il ne rencontrerait jamais un calmar colossal, car même s'ils sont tous deux des créatures des profondeurs, les colossaux vivent des milliers de mètres plus bas. Les colossaux font partie de la zone abyssale, tandis que les calmars géants vivent davantage dans la zone de minuit. Encore essentiellement d'un noir absolu, mais des environnements définitivement différents. C'est un peu triste d'y penser, mais les calmars colossaux et géants ne sauront jamais qu'ils ont un autre énorme cousin calmar. Et c'est peut-être très bien ainsi, car ils se mangeraient probablement de toute façon. Mais curieusement, il y a une créature consciente de l'existence de ces deux calmars, outre nous, le cachalot. Les cachalots sont les seuls prédateurs assez grands, assez forts et plongeant assez profondément pour chasser régulièrement les deux espèces. Ils descendent des milliers de mètres dans l'obscurité totale, guidés uniquement par l'écholocation pour trouver ces calmars massifs. Des cicatrices de ventouses et de crochets ont été trouvées sur toute leur tête, et à l'intérieur de l'estomac des baleines, les scientifiques ont trouvé des becs de calmars géants et colossaux, les seules parties qui ne peuvent pas être digérées. Dans l'esprit du cachalot, l'évolution convergente est en fait parfaite. Plus il y a d'espèces de calmars absolument monstrueuses qui évoluent, mieux c'est, car ils peuvent simplement continuer à plonger profondément et à les dévorer. Ils ne se soucient pas vraiment de savoir si les calmars ont des crochets ou des ventouses, ou s'ils pèsent 227 ou 450 kg. Ils veulent juste trouver un repas massif et mou et le manger. Et c'est là l'une des failles de l'évolution convergente. S'ils convergent et créent le même animal qui semble fonctionner, ils partageront généralement la même faiblesse. Et dans ce cas, ce sont les cachalots. Ce qui se passe est une course à l'armement où ces calmars continuent de devenir plus grands et plus rapides pour éviter d'être mangés. Tandis que les cachalots continuent d'évoluer pour pouvoir plonger plus profondément et retenir leur souffle plus longtemps afin de chasser plus de calmars. Ils se poussent mutuellement à leurs limites. Mais ils doivent aussi rester dans les contraintes des autres défis normaux de leur environnement. L'évolution convergente ne consiste pas vraiment à créer des monstres géants plus cool
ou même parce que la nature est trop paresseuse pour trouver quelque chose de mieux. C'est que la conception du monstre calmar géant fonctionne. Nous avons également observé cet effet chez de nombreux autres animaux. Les requins et les dauphins ont tous deux fini par avoir les mêmes corps en forme de torpille pour nager rapidement, même si l'un est un poisson et l'autre un mammifère. Les chauves-souris et les oiseaux ont tous deux développé des ailes complètement séparément. Même en Australie, il y avait autrefois un loup marsupial qui ressemblait presque exactement au vrai loup, bien qu'il leur soit aussi apparenté que nous le sommes aux kangourous. Ces créatures sont évidemment encore différentes. Les requins respirent avec des branchies et les dauphins respirent l'air avec des poumons. Les chauves-souris ont étiré leur peau sur leurs doigts pour avoir des ailes, tandis que les oiseaux ont développé des plumes. Les calmars géants ont développé des corps massifs, mais des tentacules à ventouses, tandis que les colossaux ont développé des corps massifs, mais des tentacules à crochets. L'évolution développe constamment de nouveaux plans pour ces conceptions fonctionnelles. C'est aussi pourquoi certains animaux disparaissent. Des conceptions qui fonctionnaient, mais n'étaient pas parfaites, ou qui fonctionnaient, mais ont cessé de fonctionner en raison d'un nouveau facteur. Eh bien, une autre raison pour laquelle ils pourraient disparaître est due aux actions humaines. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Mais tous les animaux que nous voyons aujourd'hui sont des conceptions de formes de vie qui fonctionnent, ce qui inclut la conception absolument massive du calmar. Alors, que faudrait-il pour qu'un troisième calmar, utilisant la conception du calmar massif, évolue? Fondamentalement, les mêmes conditions que celles qui ont créé les deux premiers. Il faut un environnement sombre ou froid, ou plein de pression, ou tout cela à la fois. Et honnêtement, nous pourrions déjà voir les premières versions de cela se produire. Il existe quelques calmars moins connus qui semblent être à mi-chemin, comme le calmar pieuvre Dana, qui est court et large, mais plafonne à environ 159 kg, ou le calmar robuste à crochet, qui peut atteindre environ 4 mètres de long. Nulle part aussi grand que les calmars géants et colossaux, mais on peut clairement commencer à voir des niveaux mineurs d'effet de gigantisme. Il est possible que si vous jetez quelques calmars dans les profondeurs marines et les forcez à s'adapter, dans des millions d'années, vous pourriez voir apparaître quelque chose que l'on pourrait appeler un calmar absolument immense ou un calmar immensément grand.